Nous voilà réunis pour une visite virtuelle du musée de l'air du Bourget. Le musée de l'air et de l'espace, c'est environ 400 aéronefs, 200 000 items dans les collections, un bâtiment historique qui est l'ancienne aérogare du Bourget, construite en 1937 et qui est caractéristique de la période Art déco. On peut détailler d'ailleurs sur sa façade différentes statues évoquant l'époque coloniale, l'époque de construction étant à peu près équivalente au palais de la Porte Dorée. Donc vous pouvez voir quelques vues extérieures prises de l'esplanade et aussi un des nombreux monuments, là celui-ci particulièrement dédié à l'escadrille de chasse Normandie-Niemen. Alors quand on rentre dans le musée, nous nous retrouvons dans la salle des 8 colonnes qui a été restaurée récemment avec son aspect d'origine. Vous pouvez voir la célèbre horloge qui est aux heures des différentes colonies. Le plafond a été entièrement dégagé pour permettre vraiment une meilleure lumière au sein de la grande galerie. Alors, comme on peut voir en détail sur ces photos, le parti pris de la nouvelle mise en scène a été justement la clarté et de retrouver le lustre et l'aspect historique, hein, avec le hall départ-arrivée tel qu'il pouvait être vu à la fin des années 30 et même au début des années 50. On peut voir encore le toit avec la verrière entièrement restaurée récemment qui assure une grande luminosité de cette pièce. Alors, la visite à proprement parler commence par le cabinet 18e, c'est-à-dire des curiosités qui ont trait aux questions aéronautiques. Donc, quand on parle du temps des pionniers, l'aéronautique a toujours intéressé. On retrouve d'ailleurs une collection d'objets anciens, dont cette horloge assez symptomatique. On voit bien hein, que les questions aéronautiques, on est à la fin du XVIIe siècle, hein, du XVIIIe siècle, pardon, sont déjà vraiment très présentes. Donc, quand vous progressez dans cette partie de la Grande Galerie sur les pionniers, une part belle est faite à l'aérostation. C'est normal, c'est par là que a vraiment commencé les premiers vols, à commencer par les fameuses montgolfières en 1783. Donc, plusieurs objets emblématiques sont exposés, dont avec comme je l'ai dit tout à l'heure, une vraie plus-value en termes de visibilité et a été choisi que quelques pièces. On n'a pas, volontairement pas voulu surcharger la salle. Une autre vue, on parle d'avion, mais on parle aussi de maquettes et on parle aussi de moteurs. Vous avez quelques moteurs exposés dans cette partie qui permettent de voir l'évolution technique entre le début 1900, on va dire, et le début de la Première Guerre mondiale. On va pouvoir aussi avoir quelques objets très particuliers et relativement anciens, à commencer par la nacelle du dirigeable du Puy de Dôme de 1872, hein, qui a plus de 150 ans. Donc la collection d'objets, comme vous pouvez le voir, est vraiment très variée. Et on a aussi quelques avions qui sont mis en valeur, qui permettent de voir le mode de construction en détail. Structure acier avec des longerons en bois. On voit quand même que de toute façon, les avions de l'époque sont vraiment frêles et légers. On va s'attarder un peu plus sur la Demoiselle de Santos-Dumont. La Demoiselle de Santos-Dumont de 1907, c'est un petit avion 200 kg avec un moteur de 25 chevaux, mais qui est vraiment le premier avion réellement fabriqué en série. Il va en être fabriqué plus d'une cinquantaine,
Les plans étant à disposition de qui les souhaitait les avoir. C'était le but de Santos Dumont de développer l'aviation et il ne voulait pas en tirer un avantage financier. Donc cet avion va être pas la bonne à tout faire, mais en tout cas va permettre à beaucoup de pilotes assez connus, dont Roland Garros, dont on reparlera plus tard, à piloter. Alors Santos Dumont, c'était un franco-brésilien qui était aventurier, passionné des choses techniques. Donc il va beaucoup travailler sur l'aviation, d'abord sur les aérostats. Il va gagner un prix en contournant le premier, la Tour Eiffel en partant du terrain d'ici les Moulineaux. Et il va bon, avoir une fin de vie assez triste vu qu'il est malade de la sclérose en plaques. Mais il va avoir un rôle majeur dans l'aéronautique, hein. Et d'ailleurs, il a donné son nom à un des aéroports de la ville de Rio de Janeiro, hein, l'aéroport Santos Dumont, car vraiment c'est quelqu'un d'emblématique dans l'aéronautique française et brésilienne. Il va faire un vol à Bagatelle, hein, dans les jardins de Bagatelle, où vous pouvez, si vous allez vous y promener, trouver une stèle commémorant son vol. Alors, quand on continue, on va se retrouver face à des avions plus perfectionnés, même si ils ont 4 ans de plus simplement. Donc, sur des avions de type Blériot, qui est un modèle, le modèle qui est exposé est un modèle qui est issu du modèle qui a servi à traverser la, la- la Manche en 1909, justement par son inventeur Louis Blériot. Hein, les avions commencent à gagner en solidité, en fiabilité, en puissance, hein, et vont permettre d'aller de plus en plus loin. On est à 300 mètres en 1903, en 1909 on fait 40 km. En 1913, Roland Garros va traverser la Méditerranée. Il va faire 700 km, plus de 700 km. Et à l'orée de la Première Guerre mondiale, le Desperdussins monocoque qui est exposé et que vous allez voir atteint les 200 km par heure. Donc on est sur une vraie avancée technologique, hein, rapide, hein, et qui passionne les foules. Les questions aéronautiques, les meetings de l'époque déplacent plusieurs dizaines de milliers de personnes, même jusqu'à la ville de Reims, hein, c'est-à-dire à plus de 100 km de Paris. Donc, va arriver quelque chose de majeur pour l'accélération des développements techniques, c'est la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. Et vous pouvez avoir une collection de différents avions qui sont exposés. Tout d'abord, essentiellement des avions de reconnaissance, et puis des avions plus performants qui étaient destinés à la chasse, comme le Nieuport BB que vous pouvez voir, hein. Et on va pouvoir constater de l'évolution des techniques avec des moteurs de plus en plus puissants. Le début de la guerre, on est aux alentours de 80 chevaux. À la fin, on sera aux alentours de 300, 400 chevaux pour les plus puissants. On peut voir une collection assez diverse, y compris de nacelles de dirigeables allemands, ainsi que le moteur du SPAT 13 de Roland Garros qui a été abattu. Le modèle est exposé dans une des salles sous le bâtiment principal. Donc, on a aussi une collection de différentes décorations que vous pouvez admirer, d'ailleurs, qui sont abritées, hein, pour éviter d'être exposé trop longtemps à la lumière. Donc là, on peut constater que les avions finalement ont gagné en maturité. On est sur un Junker qui est entièrement métallique. Et le Breguet 14 qui est exposé, avion de bombardement léger de reconnaissance, va servir, hein, aussi après la guerre pour défricher, pardon, des lignes pour le transport du courrier via l'aéropostale par exemple, hein. Donc l'avion est relativement performant vu il peut prendre des photos et il a une radio. Le hall de l'entre-deux-guerres permet justement
de voir les progrès techniques pendant cette période. Un avion issu de la Première Guerre mondiale qui va servir d'avion d'entraînement. Et au fond du hall est exposé le fuselage d'un Farman F-60 qui est un bombardier de la fin de la Première Guerre mondiale qui va être configuré pour transporter des passagers principalement entre Paris et Londres. Donc on est sur quelque chose, on peut constater que les deux pilotes ne sont pas protégés des intempéries, hein. Le fuselage est quand même bien léger et montre que voyager de Paris à Londres en avion en 1919 était vraiment une épopée. L'entre-deux-guerres, c'est la période des grands raids, et un des grands raids qu'on a envie de réaliser, c'est l'Atlantique Nord. Donc l'Atlantique Nord est traversé dès 1919, mais un véritable objectif, c'est le vol entre Paris et New York. Alors, vous voyez exposer le train d'atterrissage de l'Oiseau Blanc, l'avion de Ningesser et Colli, le seul reste de cet avion qui a disparu corps et âme en mai 1927, quelques jours avant la traversée de Charles Lindbergh. L'avion était, pour gagner en performance, avait largué son train d'atterrissage et devait amérir dans le port de New York. Ils n'y arriveront jamais. Euh, Charles Lindbergh réussira moins de 2 semaines après et fera New York-Paris en 33h30 de vol à bord du Spirit of Saint-Louis. 3 ans plus tard, après plusieurs essais infructueux, des Français vont faire le vol euh, entre Paris et New York à bord du point d'interrogation. Un Breguet super bidon d'une taille respectable que vous pouvez voir suivant sur cette photo. Donc un avion en 1930, ils vont mettre 37h30 pour traverser l'Atlantique. L'avion a gagné en maturité, il a un moteur de 500 chevaux, peut emporter plus de 5000 litres de carburant, il a une autonomie éprouvée de près de 9000 km. Avant de se lancer sur l'Atlantique Nord, ils ont battu un record du monde de distance en ligne droite entre Paris et la Mandchourie, 7900 km. Et ils vont donc effectuer ce vol avec des moyens de navigation assez performants. Il y a une radio, euh, ils sont préparés, habitués à voler ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que un des deux fera partie du vol inaugural entre New York et Paris en Concorde d'Air France à la deuxième partie, en fin de la deuxième partie des années 70. Le vol durera 3h45, alors que le vol de 1930 de Ningesser et Colli aura duré 37h30. À titre informatif, actuellement sur un vol classique, on met à peu près 7 heures. Donc vous imaginez bien quand même que 37h30, on devait atteindre un niveau de fiabilité technique relativement élevé et que c'était une vraie épreuve physique de rester assis, engoncé dans une tenue, vu quand même il pouvait faire froid, pendant toute la durée de ce vol, c'est-à-dire plus d'un jour et demi. Donc, à la suite du hall de l'entre-deux-guerres, nous allons aller faire un tour dans le hall de la Seconde Guerre mondiale. Alors, la scénographie, la mise en scène des avions pour l'instant est relativement simplifiée. Des travaux d'aménagement vont bientôt avoir lieu. Vous pouvez voir par exemple un Dewoitine 520 qui est le meilleur avion de chasse français de la Seconde Guerre mondiale qui aura peu été mis en ligne au combat vu son nombre relativement peu important, mais qui est quand même l'avion emblématique de l'armée de l'air française en 1940. On peut voir aussi une collection d'avions américains, un P-47, un C-47 Dakota, particulièrement célèbre, ainsi qu'au fond un Spitfire anglais, l'avion de la bataille d'Angleterre. Alors, le C-47 qui est exposé présente une scénographie assez intéressante qui permet à l'intérieur
pouvoir avoir une idée de ce qui était une opération de parachutage de nuit, comme il y a pu avoir lors du débarquement en Normandie, qui est assez spectaculaire en termes d'intensité sonore. On constate aussi la présence d'un Skyraider qui est sur la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il ne va pas spécialement entrer en service dans les combats. Cet avion sera par contre intensivement utilisé pendant la guerre d'Indochine, pendant la guerre d'Algérie et ainsi qu'au Vietnam. On peut voir aussi dans un coin de ce hangar une rareté, un missile de croisière V1, le vrai premier missile de croisière dans les armes de représailles allemandes, hein, qui va s'abattre sur Londres et la partie sud-est de l'Angleterre, tiré pour la plupart de Normandie et également de la Belgique. Donc, quand vous êtes au hall de la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez voir un petit hall aussi présent, un espace qu'on appelle l'espace Normandie-Niemen, hein, qui permet de retracer l'histoire et la mémoire de l'escadrille de volontaires français qui ont combattu sur le front de l'Est. Un Yak 3 qui est exposé, on peut voir une partie permet de voir les différents marquages qui étaient présents. Sont également aussi exposés un grand nombre de documents et de souvenirs personnels, des décorations, des uniformes qui permettaient de voir un peu la vie, des maquettes qui permettent ainsi de voir la vie telle qu'elle était pour les équipiers de cette escadrille, hein, sur le front de l'Est. Donc la mise en scène a été refaite aussi relativement récemment. On peut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voir sur une des parties de l'avion, le travail de restauration qui permet de voir les différents marquages, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, bien visibles, les différentes couches de peinture, et de voir entre la partie droite de l'avion et la partie gauche le gros travail qui a été fait pour que l'avion retrouve son lustre d'antan. Pour finir sur ce hall, on pourra voir, comme je vous l'ai déjà dit aussi, des photos, hein, des objets personnels qui sont vraiment destinés à montrer la vie quotidienne des aviateurs et des équipes techniques au sol de cette escadrille. Voilà, on peut le voir, une tenue avec des bottes fourrées qui permettent d'apprécier potentiellement les températures basses auxquelles ils étaient confrontés, des affiches. Maintenant, nous allons passer sur les expositions extérieures, hein, avec ce qu'on pourrait appeler le tarmac, avec différents avions issus, entre autres, de l'aviation civile, un Mercure d'assaut, le Boeing 747 arrivé au musée en 2003, hein, qui permet de visiter ses entrailles, vu qu'une partie à l'intérieur est ouverte et permet de voir par exemple la zone d'entreposage du cargo et les zones techniques destinées aux eaux usées, par exemple, ce qui est assez intéressant à voir. Il est le lieu de nombreux tournages, hein, dans le cadre de location d'espace faites par le musée. Au fond à gauche, on peut aussi voir l'Airbus 380 arrivé lui aussi relativement récemment. En 2017, c'était un avion de prototype qui a été donné par Airbus, qui est en attente de pouvoir être visité. Si on regarde un peu en détail le tarmac, on peut voir aussi un Canadair CL-215 bombardier d'eau, deux reproductions d'Ariane, Ariane 5 et Ariane 1. Sont aussi présentées une collection d'avions militaires, particulièrement de la période de la guerre froide, un Draken suédois, un Sukhoi 17 est-allemand, un MiG-23 aux couleurs de l'Union soviétique,
quelques avions aussi bien sûr français, un super étendard, le démonstrateur Rafale A de 1986 qui sont présentés dans ce qu'on appelle la rue, hein, située entre les différents halls et le hall du Concorde, avec le Mirage 4000 qui est ainsi exposé. Là, une vue panoramique qui est faite à partir des terrasses de l'aérogare. Nous allons maintenant ensuite rentrer dans le hall des voilures tournantes avec une collection d'autogires, hein, d'origine espagnole particulièrement. Quelques avions aussi intimement liés à la période aussi de la guerre froide et aussi de l'utilisation qu'on a pu en avoir durant les conflits, que ce soit en Indochine ou que ce soit en Algérie. On peut aussi voir une Alouette 3 de la gendarmerie du secours en montagne, hein. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, quelques appareils des autogires sont aussi présentés. Nous allons ensuite nous diriger vers le hall de la Cocarde. Le hall de la Cocarde qui représente, qui accueille à peu près tous les avions militaires qui ont volé dans l'armée française de 1945 à quasiment nos jours. Donc le Dassault Ouragan, le premier avion de chasse français, avec aussi une collection de d'uniformes qui permettent de mieux représenter ce qu'est la vie dans les unités opérationnelles, des maquettes. On va ensuite avoir une vue un peu plus panoramique sur l'ensemble du hall, hein, de manière assez chronologique entre le Vampire à gauche qui va jusqu'au Mirage 2000 à droite, comme on peut le voir sur cette photo encore. Mirage 2000 qui est encore à une bonne centaine d'exemplaires, un avion très important dans l'armée de l'air française. Dans un coin, on peut aussi voir une collection de magnifiques affiches de recrutement de l'armée de l'air, avec leur évolution entre l'affiche très centrée sur le pilote blanc en tenue coloniale, avec progressivement un changement de vision qui va vers le côté technique, et puis la féminisation des armées, tout d'abord sur des personnes au sol, et qui vont finir par une affiche sur la journée Maryse Bastier, femme pilote très connue en France. Ensuite, nous allons vers le hall des prototypes. Les halls des prototypes, on est sur la deuxième période, encore l'après-guerre. L'industrie française est par terre et l'État français va avoir une politique de maintenir les services comment dire, des bureaux d'études en action et va commander beaucoup d'études sur des avions qui n'iront pas forcément jusqu'à la production en série. On peut voir par exemple là le prototype du Mirage 3. On peut aussi voir des moteurs en coupe, hein, tels qu'ils sont vus, et certains qui sont avec des pièces mobiles. Si on traverse ensuite la rue, nous arrivons sur le hall Concorde. Le hall Concorde avec deux Concorde, un d'Air France, le SD, et le Concorde 001 que l'on peut voir derrière. On peut noter leur forme d'ailes très particulière, qu'on est une aile gothique, avec les nez basculants tels qu'on les voit d'abord dans la version d'origine et sur la version de série. On peut voir vraiment particulièrement, hein, l'agencement des ailes, hein, et une vue sur l'arrière qui permet d'apprécier, hein, la finesse du fuselage de cet avion. Sont exposés aussi dans un coin le Jaguar A91 qui vient de rentrer récemment au musée,
qui porte les stigmates d'une opération lors de la première guerre du Golfe en 1991. On peut voir aussi un Mirage 4 qui est l'avion premier porteur de la bombe nucléaire en 1966. Le hall de l'espace, qui est maintenant présenté, montre une collection de fusées-sondes et d'objets aussi issus euh, de beaucoup d'objets issus de l'Union soviétique. Là, vous pouvez voir le Diamant A, le lanceur qui a permis de satelliser le premier satellite français Astérix. La capsule Soyouz qui a transporté Jean-Loup Chrétien en 1982 dans l'espace. On pourra voir aussi une vue plus panoramique du hall qui a une ambiance assez sympathique. Quelques raretés aussi, un missile de la force nucléaire stratégique sol-sol et, chose assez unique, son poste de tir du plateau d'Albion, les modèles d'origine qui permettaient de déclencher le feu nucléaire. On peut voir aussi des oiseaux rares, par exemple l'avion qui a transporté le groupe U2 pendant sa tournée européenne, deux avions lors d'une visite du président américain Donald Trump. Sont aussi très présents les réserves de Denis de l'autre côté de la piste, qui permet de voir que le musée dispose encore d'un très grand nombre d'avions qui ne sont pas encore exposés pour des raisons de place, et surtout de disponibilité de hangars couverts. On peut voir par exemple un avion assez étonnant, un DC-7 destiné à observer les rentrées atmosphériques des têtes nucléaires en essai, plusieurs avions euh, en attente d'être entièrement restaurés, un Lockheed Constellation. Le musée aussi permet des fois la venue d'expositions temporaires, par exemple le célèbre graffeur C215 qui a pu faire un parcours dans la ville du Bourget et dans le musée, et l'exposition actuellement qui est sur bijoux de mécanique, qui permet de pouvoir admirer plusieurs dizaines de photographies d'Axel Urho-Moli, célèbre photographe. C'est ainsi que cette visite virtuelle du musée s'achève, en espérant avoir l'occasion de vous y voir bientôt. Merci.